Nous sommes en 2002. À cette époque, mon ami d'enfance m'avait invité pour son anniversaire, et quoi de mieux comme endroit à l'époque pour trouver un cadeau que les magasins Toys R Us. Avec ma mère, on fouille les rayons du magasin afin de trouver le cadeau idéal pour mon ami, mais peu de choix furent intéressants ou même abordables financièrement. C'est alors, près de plusieurs minutes de recherche, que ma mère m'interpelle non loin du rayon de Lego. C'est à ce moment-là que je le vois. Ce petit display en carton posé en bordure de rayon à l'écart. À l'intérieur se trouvent plein de boîtes en plastique ressemblant à des capsules, toutes triées en 6 couleurs différentes avec dedans un personnage que l'on doit construire. C'est donc après une courte réflexion que je décide de prendre le verre pour mon ami et me dirige vers les caisses du magasin. Mais c'est à ce moment précis que ma mère me dit « Choisis-en un pour toi ». Cette simple phrase, pour le moins anodine, fut le déclenchement de ce qui m'a permis de découvrir et de surtout aimer l'univers de Bionicle. Salutations, moi c'est Touragajoge et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série qui va traiter du lore et de la chronologie de l'univers de Bionicle. L'union, le devoir et la destinée. Si vous avez cliqué sur la vidéo, déjà un grand merci. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit ici, Twitter ou bien sur Twitch. Ça veut dire que, soit vous êtes une personne curieuse, ou bien juste une personne nostalgique ayant envie de se remémorer l'univers de Bionicle. Dans les deux cas, vous avez fait le bon choix, car non seulement cette vidéo ne sera pas la seule, mais si mes calculs sont bons, cela devrait prendre environ une dizaine de vidéos. Pour ce faire, je vais procéder ainsi. Je vais dans un premier temps vous raconter l'histoire telle qu'elle a été racontée à l'époque. Je veux dire par là que par exemple, pour cette vidéo-ci, je vais uniquement vous raconter l'histoire telle qu'elle était dite en 2001. Je veux dire par là que c'est inutile de venir en commentaire me dire que j'ai oublié de parler du masque de lumière ou des pirakas. Soyez juste patient, leur tour viendra. Ensuite, en complément, j'y ajouterai ou non d'autres informations si nécessaire, afin de pas trop vous perdre et pas vous donner non plus toutes les infos d'un coup. Et enfin, je placerai l'histoire dans une chronologie qui évoluera au fil des vidéos, tout en faisant un court résumé de tout ce qui aura été dit précédemment. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Allez chercher donc à boire et à manger, car on va en avoir pour un petit moment. Surtout si vous venez d'un futur lointain. Allez, c'est parti! Alors avant de plonger directement dans le vif du sujet, il faut quand même comprendre son origine en parlant un peu de comment la licence Bionicle est née. Cependant, étant donné que beaucoup de personnes ont déjà parlé de l'histoire de Lego en long, en large et en travers, je vais donc vous raconter assez brièvement et sans trop entrer dans les détails. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder leurs vidéos qui expliqueront bien mieux que moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, dans les années 90, Lego c'est pas la forme. Les ventes sont clairement en baisse, et les enfants ne s'intéressent guère à de vulgaires briques en plastique, surtout qu'un immense raz-de-marée en provenance de l'Asie arrive violemment en Occident. Afin de sauver le navire en perdition et en surfant sur la vague des licences, Lego va d'abord s'associer à Lucasfilm, et en 99 sortent les premiers sets Star Wars. Mais cela ne suffit pas pour deux raisons. La première, c'est que les ventes dépendent trop de l'écart entre chaque sortie de film. Et la seconde, plus impactante, c'est que ce partenariat impose Lego à verser une grande partie des bénéfices à Lucasfilm, ce qu'on appelle dans le jargon des royalties. Mais c'est alors que dans la tête des employés de Lego germe l'idée suivante. Pourquoi ne pas créer notre propre univers ? On donne alors le projet à la branche de Lego Technique, et c'est ainsi qu'en 2001 sortent les premiers Bionicle. Et c'est un carton! Le succès est tel qu'il arrive même à sauver en partie Lego d'une potentielle faillite. Bon voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible, j'espère que c'était pas trop long, mais du coup c'est bien beau tout ça, mais ça parle de quoi concrètement Bionicle ? Eh bien justement... Notre histoire commence donc en 2001, sur la mystérieuse île de Matanui, une île au climat plutôt tropical mais ayant divers biomes variés, allant de la jungle au désert rocailleux en passant par les montagnes enneigées. Cette île est peuplée par des petits êtres biomécaniques, que l'on nomme les Matoran.
Ces derniers vivent aux quatre coins de l'île et sont guidés par les Turaga, qui font office de chefs ou bien de vieux sages. Sur l'île vivent aussi les Raï, qui sont l'équivalent de la faune locale. Il en existe de toutes sortes, pacifiques comme hostiles. Et là, je vais ouvrir une parenthèse afin de vous faire un petit lexique de termes histoire de ne pas trop vous perdre. Sur l'île de Matanui, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs régions. Elles sont au nombre de 6 que l'on nomme Wahi. Chaque Wahi possède un village ou capitale que l'on nomme Koro. Que ce soit pour les Wahi, les Koro, mais aussi pour les Matoran, chacun d'entre eux est associé à un des 6 éléments naturels. Du coup, pour les différencier, on va ajouter à chacun un préfixe. Par exemple, le Wahi, le Koro et les Matoran associés à l'élément du feu auront tous le préfixe Ta devant eux. Ta Wahi, Ta Koro et Ta Matoran. Vous allez sûrement me demander pourquoi ces préfixes en particulier et pas d'autres. Eh bien en fait c'est très simple, chaque préfixe correspond à la première syllabe de chacun des 6 toa, mais on reparlera d'eux plus tard dans la vidéo. Voilà, fin de la parenthèse et retour à l'histoire. Depuis quelque temps, une ombre plane sur Matanui. Les Raï, devenant de plus en plus hostiles, commencèrent à s'en prendre aux Matoran. Les Turaga n'eurent d'autre choix que d'ordonner aux Matoran de se rassembler dans leurs coraux respectifs, afin que ces derniers puissent travailler en sécurité et surtout vivre en harmonie. Tous? Non, car un incorrigible Matoran sème le trouble dans Takoro. Son nom? Takua. Et désolé, car je vais utiliser une gimmick d'un autre youtubeur, mais ce personnage est important. Takua est un Tamatoran vivant à Takoro, mais à cause de son caractère un peu trop aventureux, il se met souvent lui et les autres en danger et fut banni par le Turaga Wakama. Ce personnage est aussi important. Peu après son départ, Jaler, un autre Tamatoran, lui dit de se rendre à Onukoro, car le Turaga Wenua avait une mission pour lui. Il s'agit d'ailleurs de l'intrigue du jeu Bionicle, la quête des Toa, sorti sur Game Boy Advance en 2001. Quand Takua se rendit à Onukoro, ce dernier se rendit compte que le Turaga Wenua fut capturé par des Raï. C'est alors sans hésitation que Takua entra dans le repère du Raï afin de sauver le Turaga. C'est d'ailleurs durant son exploration qu'il trouva un objet étrange, appelé Pierre Toa. Après avoir ramené le Turaga en sécurité, ce dernier l'avertit que les Raï devenaient de plus en plus hostiles envers les habitants de l'île, et chargea Takua d'une mission: se rendre dans chaque village afin de s'assurer de leur sécurité. Durant son périple autour de l'île, Takua va se rendre compte que tous les Turaga furent aussi enlevés par des Raï, et ce dernier n'hésita pas une seule seconde à les sauver un par un, tout en récupérant d'autres pierres Toa au passage, sans vraiment savoir quoi en faire. Une fois le tour de l'île fait, Takua retourna vers Takoro afin de raconter ses exploits au Turaga Wakama, et fut acclamé en héros par le village, mais aussi par tous les habitants de... Non, c'est faux. Wakama n'en crut pas une seule seconde au récit de Takua, mais décida quand même de le tester avec une épreuve avant de se faire kidnapper par des Raï lui aussi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bref, après son épreuve, et en sauvant le Turaga au passage, Takua trouva la dernière pierre Toa au sommet du volcan de l'île. Ne sachant toujours pas quoi en faire, il donna les 6 pierres Toa au Turaga Wakama et partit enquêter au volcan. Son enquête le mena jusqu'à Kini Nui. Kini est un terme pour le mot temple, et comme pour tous les autres termes dits plus tôt, il a aussi les mêmes préfixes. Où les 6 Turaga se trouvaient déjà sur les lieux. Étrange. Et félicitèrent Takua aussi d'avoir accompli sa quête. Oui, parce qu'en fait ce que Takua considérait comme étant juste une petite quête secondaire était en réalité la véritable quête principale. Comme quoi, ils sont futés les Turaga, hein. Ils avaient tout prévu depuis le début, anticipant même d'être potentiellement capturés. Le Turaga Wakama a prétexté le fait d'envoyer Takua aux 4 coins de l'île en pensant que lui seul aurait eu le courage de braver les dangers pour sauver les Turaga et de trouver les pierres Toa par la même occasion. Chapeau l'artiste, hein, franchement. Enfin bref, les Turaga demandèrent du coup à Takua de déposer les 6 pierres Toa dans un dispositif appelé Amajanui. Une fois placées, les pierres provoquaient une explosion telle que Takua fut projeté dans les airs. Une fois de plus, la Team Rocket décolle vers d'autres cieux. Certes, Takua finit comme la Team Rocket, mais cela aura aussi permis de créer accidentellement un signal. Car suite à cela, perdu loin au large, de mystérieuses capsules se dirigent vers Matanui. Alors, après cette explosion qui aurait littéralement tué n'importe qui, notre fidèle Takua atterrit sur la plage de Tawaï.
Et vous ai-je dit que Kininui se trouvait littéralement à l'opposé de Tawaï? Non, parce que je suis pas un génie des maths, hein, mais sachez que l'île fait environ 490 km de long pour environ 244 km de large. Et si je calcule, ça fait une surface d'environ 119 560 km², ce qui est presque la superficie d'un petit pays comme, je sais pas moi, la Corée du Nord. Maintenant, regardez la carte. Là, c'est Kininui, et là, c'est l'endroit où atterrit Takua. Donc l'explosion fut tellement forte qu'il a été envoyé à environ 200 km. Les scientifiques vont être en sueur dans les commentaires. Mais bref, cette explosion ne sera pas sans conséquences, car Takua souffrira d'une amnésie totale suite à cela. Cependant, durant son coma, Takua rêva de ce qu'on va appeler la légende de Matanui. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous la conter. Il y a de cela très longtemps, l'esprit divin tomba du ciel, nous apportant avec lui les Matoran sur cette île paradisiaque. Nous étions cependant isolés et sans but. Le grand esprit nous donna donc 3 vertus essentielles: l'union, le devoir et la destinée. Nous avons accepté ce cadeau et en guise de gratitude avons nommé notre île en son nom, Matanui. Mais notre bonheur fut de courte durée, car Makuta, son frère, était si jaloux qu'il trahit Matanui en lui jetant un sort qui le plongea dans un profond sommeil. L'ombre de Makuta s'étendit sur toute l'île, mais tout espoir ne fut pas perdu, car un jour, 6 puissants héros, les Toa, venus des éléments eux-mêmes, viendraient avec une destinée: vaincre Makuta et sauver Matanui. Qu'est-ce qu'on retient de cette légende? Déjà, les Matoran et les Turaga vénèrent un dieu qui s'appelle Matanui, ou l'esprit divin, ou le grand esprit. Ce dernier leur a donné aux Matoran et aux Turaga 3 grandes vertus pour donner un sens à leur vie: l'union, le devoir et la destinée. Et surtout, on apprend le nom de celui qui sera l'antagoniste principal de Bionicle, le sombre Makuta. Bien, reprenons l'histoire là où nous l'avons laissée. Takua finit par se réveiller sur la plage de Tawaï, sans aucun souvenir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que se déroule le tout premier jeu Bionicle, Matanui Online Game, sorti en 2001. Il s'agissait d'un jeu sur navigateur dont l'histoire évoluait au fil des mois avec des mises à jour. À son réveil, Takua découvrit une mystérieuse capsule échouée sur la plage ainsi que des traces de pas. Après avoir suivi les traces, Takua fut stoppé par une rivière de lave et fit la découverte du premier Toa. Ah là là, j'imagine même pas les enfants en 2001 quand ils ont vu ça pour la première fois. Pour ma part, j'ai découvert Bionicle en 2002 et sans internet, donc je n'ai pas pu découvrir ce jeu. Mais du coup, c'est quoi un Toa? Eh bien, excellente question ça. Les Toa sont basiquement les héros de l'univers de Bionicle, de puissantes entités possédant des pouvoirs basés sur un des 6 éléments naturels ainsi qu'un masque de pouvoir qu'on appelle Kanoi. Mais ça j'en reparlerai juste après, ne vous inquiétez pas. Généralement au nombre de 6, les Toa ont pour la plupart comme mission de protéger les Matoran et les Turaga des nombreux dangers qui les guettent. Bon, là vous allez voir que ça va être le moment où le récit va être scindé en 2 histoires parallèles. On va avoir d'un côté les péripéties de Takua et de l'autre côté le point de vue des Toa durant leur quête des masques de pouvoir. D'ailleurs, c'est quoi les masques de pouvoir en fait? Belle transition, n'est-il point? Il faut savoir que dans le monde de Bionicle, quasi tous les êtres vivants portent des masques de pouvoir appelés Kanoi, car ces derniers sont vitaux pour certains. Par exemple, si un Matoran perd son masque, il tombera dans l'inconscience, contrairement aux Toa où eux en seront seulement grandement affaiblis. Ces Kanoi peuvent apporter des pouvoirs à ceux qui les portent, mais pas tout le monde. Je m'explique. Il existe 3 types de masques Kanoi. Les premiers sont les masques Kanoi sans pouvoir et sont portés par les Matoran. Il s'agit des masques les plus communs car ils permettent aux Matoran de vivre correctement tout en étant incapables d'utiliser les pouvoirs de leur Kanoi. Les deuxièmes sont les Kanoi nobles et sont portés par les Turaga qui ont des pouvoirs mineurs parmi lesquels ils peuvent accéder. Les Toa peuvent porter ces Kanoi et accéder à leurs pouvoirs s'ils le souhaitent. Et enfin, il y a les grands Kanoi portés par les Toa et sont bien plus puissants que les Kanoi nobles. Ils sont notamment plus durables que les autres types de masques. À savoir aussi qu'un Matoran peut évidemment porter un Kanoi noble ou grand, mais n'aura quand même pas accès à leurs pouvoirs. Bien. Il est à présent temps d'enfin vous introduire les Toa Mata. Le terme Mata est pour indiquer qu'il s'agit des Toa de l'île de Matanui.
Car pendant que Takua était en position Yamcha sur le sable, nos héros eurent le temps d'arriver sur l'île et, quitte à les présenter, autant commencer avec le premier d'entre eux avec... Toa Taou. Le Toa de l'élément du feu. Malgré son caractère un peu têtu voire borné, il n'est cependant pas égoïste, si bien qu'il sera considéré comme étant le leader des Toa. Porteur du grand Kanoi Ho, le Kanoi de la protection, il lui permet de créer un bouclier impénétrable autour de lui. Toa Lewa. Le Toa de l'élément de l'air, malicieux et optimiste, c'est un peu le bon pote, prêt à remonter le moral des troupes. Porteur du grand Kanoi Miru, le Kanoi de la lévitation, lui permettant de flotter et glisser dans l'air, voire ralentir sa chute. La lévitation, quoi. Toa Gali. La Toa de l'élément de l'eau, et oui, j'ai dit là et pas le, car tous les Matoran, Turaga et Toa de l'eau sont féminins. Gali est puissante et sage, et grâce à son grand Kanoi Koko, le Kanoi de la respiration aquatique, il lui permet de respirer sous l'eau, quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Toa Kopaka. Le Toa de l'élément de la glace, calculateur et indépendant, voire même considéré à mes yeux comme le plus fort des 6, mais on en reparlera une autre fois. Son grand Kanoi Akaku, ou masque de la vision au rayon X, il lui permet de voir à travers la matière solide, mais ne peut cependant pas voir ce qui est invisible ou percer les illusions. Toa Pohatu. Le Toa de l'élément de la pierre, attachant et brave. C'est le gars cool qui n'hésitera pas à braver les dangers, et en vitesse, car avec son Kanoi Kakama, ou masque de la vitesse, il lui permet de courir à toute vitesse sur toutes les surfaces beaucoup plus vite que l'œil puisse suivre. Et enfin... Toa Onua. Le Toa de la terre. Calme et réfléchi, il n'est pas à sous-estimer avec son Kanoi Pakari, le masque de la force, pouvant dépasser les limites de sa force naturelle. Onua, c'est littéralement la force tranquille du groupe. Nos chers Toa arrivèrent donc chacun à un endroit différent de l'île via leur capsule. Amnésiques aussi, les Toa commencèrent alors l'exploration de l'île chacun de leur côté. C'était d'ailleurs à ce moment-là que devait se dérouler le fangame Bionicle Masks of Power, développé par la team Kanoi, dont j'attendais avec impatience avant que Lego ne décide de cancel lâchement le jeu après 8 ans de développement. Mais il y a aussi des comics, publiés par DC, avec une 50aine de tomes. Les 3 premiers se passent pendant la quête des masques de pouvoir du point de vue des Toa. Lewa et Gali, par exemple, prennent le temps d'explorer leurs régions respectives, et découvrent leurs pouvoirs. Onua, de son côté, va faire la rencontre de Onepu, un Onu Matoran, qui le guida jusqu'à Onukoro. Kopaka, lui, va faire la rencontre du Komatoran Matoro. Ce personnage est très important. Qui le guida vers Kokoro, afin d'obtenir des réponses. Pohatu, lui, va trouver le village de Pokoro tranquillement et va faire la rencontre du Turaga Onewa. Tandis que Taou, lui, va être à 2 doigts de génocider la garde de Takoro, mais le Turaga Wakama intervint avant le drame. Les Turaga leur révéla alors leur destin et confia alors une mission au Toa, celle de trouver les masques de pouvoir disséminés aux 4 coins de Matanui. Pendant ce temps, sur la plage de Tawai, notre cher Takua va faire la rencontre de la Gamatoran Maku, qui cherchait de l'aide car un Tarakawa aurait attaqué son village. Ne trouvant pas la Toa de l'eau, Takua se porta alors volontaire et partit en direction de Gakoro en bateau. Mais revenons sur Pohatu qui explore l'île aussi vite que Sonic le hérisson. Cependant, en traversant Kohai, il percuta Kopaka. Après de brèves présentations, Kopaka accepta avec réticence que Pohatu l'accompagne. Pendant leur périple, Kopaka trouva son Kanoi Ho. Et alors qu'il utilise son Akaku, il remarqua les autres Toa près du mont Iu. Le mont Iu, c'est une montagne de Kohai qui se trouve juste là, au bout de mon doigt. Les 2 Toa décidèrent alors de se diriger vers les autres, non sans son lot de péripéties, notamment avec une altercation avec un Kanera infecté. Une fois sur place, les 6 Toa se rencontrèrent pour la première fois et tinrent une première réunion afin de faire connaissance, discuter de leurs pouvoirs respectifs, partager les informations sur ce qu'ils avaient appris durant leur périple, mais surtout de leur quête des masques de pouvoir, et débattre de la marche à suivre. Rester ensemble ou se séparer. Bien que Taou et Onua étaient pour rester ensemble, ils n'eurent pas le temps de décider et se séparèrent des suites d'un tremblement de terre provoqué par Makuta et reprirent immédiatement les recherches de leurs masques. Mais retrouvons d'abord notre cher Takua, qui finit par arriver à Gakoro. Il trouva le village désolé et abandonné, comme si les villageois avaient tous disparu.
Durant son enquête, il trouva des huttes éventrées, des nénuphars flottants endommagés et des outils brisés, mais découvrit surtout les Gamatoran et la Turaga no Kama piégés dans une hutte sous l'eau. Takua les sauva en faisant remonter la hutte à la surface, mais cela attira le Tarakawa qui avait attaqué le village plus tôt. Mais alors que le Rai s'apprête à attaquer, Gali surgit depuis les eaux et s'ensuivirent un combat entre la Toa et le Rai, dont Gali en sortit victorieuse. Du côté des Toa, Taou n'est pas très content de la désunion et manque de tuer Jaler qui le cherchait. Encore ? Décidément, Taou va falloir passer tes nerfs sur autre chose que les Matoran, hein. Ce dernier l'informe de la présence d'un masque de pouvoir à Onuai. Une fois sur les lieux, Taou combattit une horde de Kofo Jaga, c'est les petits scorpions, avant d'obtenir son masque. Lewa, de son côté, trouve un de ces masques dans les profondeurs aquatiques et manque de se noyer à cause d'un Nui Jaga, c'est un gros scorpion. Pendant ce temps, Gali, après son passage à Gakoro, trouva un de ces masques sur une montagne, mais fut rapidement encerclé par 2 Nui Jaga et 2 Tarakawa. Tout semble perdu ? Non, car Taou arrive pile au bon moment. Cependant, Gali se prit quand même un coup qui la fit perdre connaissance et eut une vision de ce qu'on va appeler les Toa Kaita. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? On en reparlera plus tard. Kopaka et Poatu ? Ne vous inquiétez pas, on va en reparler très vite. Mais avant, retournons auprès de Takua. Ce dernier, après les événements de Gakoro, décide de faire une petite halte à Takoro avant de se rendre à Pokoro pour enquêter sur une mystérieuse maladie qui plane sur le village, dont les origines sont actuellement inconnues. Durant son enquête, il va trouver une étrange balle de colis. Le colis, pour les curieux, est un sport apprécié et pratiqué par les Matoran. Il se joue généralement en 3 équipes de 2, dont les règles pourraient s'apparenter à celles du hockey. Les joueurs de chaque équipe ont un des 2 rôles suivants. L'un est le gardien, et plutôt là pour garder les cages en défense, tandis que l'autre joueur sera plutôt axé sur l'attaque et devra envoyer la balle dans l'une des cages des équipes adverses, pour marquer des points. Quand Takua rapporta la balle au Turaga Onewa, ce dernier lui dit que la balle est infectée et demande à Takua de trouver la provenance de la balle. Le Matoran enquêta alors au niveau d'un stand au bazar où le vendeur avait disparu, mais découvrit une mystérieuse clé. Son enquête le mena alors jusqu'à une carrière où la clé qu'il avait trouvée juste avant le mena dans une grotte et découvrit un stock de balles avec un canoë infecté pour contaminer les balles. Mais un Nui Jaga attaqua le Tamatoran. C'est alors que Poatu débarqua en grande pompe, et avec l'aide de Takua, les deux fit s'effondrer la grotte afin de se débarrasser du Rai, et les balles infectées furent jetées dans la mer. Et c'est d'ailleurs après cet événement que la Turaga no Kama donna le titre de chroniqueur ainsi que le livre des chroniques à Takua, avant que ce dernier reparte vers Onuai pour de nouvelles aventures. Dans le même moment, c'est au tour de Kopaka d'avoir une vision après que ce dernier se fasse assommer par un bloc de glace en voulant récupérer son épée. Dans sa vision, il vit le temple de Kininui depuis le ciel et vit les entités Akamai et Werua. Ah, bah on progresse, on peut enfin mettre un nom sur ces deux-là. Après que Lewa l'ait sauvé, Kopaka doutait cependant de sa vision, pensant qu'il s'agissait d'un coup de Makuta. C'est alors, via un message d'Onua, que les Toamata décidèrent de tenir leur seconde réunion. Et après avoir vaincu une horde de Rai, les Toa décidèrent de continuer leur quête et de rester en équipe cette fois-ci. Takua, lui, arriva à Onuai, et Midak, un Onumatoran, lui conseilla d'utiliser un crabe Ussal pour se rendre jusqu'à Onukoro. Et c'est ainsi que Takua rencontra sa fidèle monture, Pyuku, ou Puku, ou Peku, ou enfin peu importe. Takua offrit alors son aide au Turaga Onewa pour régler un problème lié à une mine de lumine qui se remplissait de lave. Après la résolution d'un puzzle qui permit à la lave d'arrêter de couler, Takua fut remercié. Mais comme un problème en cache toujours un autre, c'est à la grande mine que Takua découvrit l'existence d'un cadran solaire caché dans les couches de roche. C'est après un petit aller-retour à Gakoro pour demander conseil auprès d'un astrologue que le cadran fut mis en marche et Takua continua ainsi son chemin vers l'Ewai, cependant accompagné d'un certain Taipu, un Onumatoran rencontré plus tôt qui rêvait d'aller à l'Ekoro. Mais leur voyage à deux ne sera que de courte durée lorsqu'un Nuirama kidnappa Taipu dans la jungle de l'Ewai. Lorsque Takua arriva à l'Ekoro pour chercher de l'aide, le village fut subitement attaqué par un essaim de Nui Jaga. Takua aida alors le village à contre-attaquer avec l'aide de Kongu. Ils menèrent l'assaut à dos d'Oizoguko afin de sauver les Lematoran enlevés ainsi que le Turaga Matau. Mais une fois atteint leur nid, Takua et Kongu furent pris en embuscade et finirent piégés avec les autres. Et c'est alors que Matau révéla l'impensable. Toa Lewa a été infecté par Makuta. Vous allez sûrement me dire, comment c'est possible ? Eh bien je vais vous expliquer.
Tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant à propos du danger qui plane sur l'île, c'est que des raïs dites infectées s'attaquent aux Matoran. Mais comment ces raïs se font infecter alors ? Eh bien, en fait, vous l'avez sans doute déjà deviné, mais c'est bel et bien Makuta qui est derrière tout ça. Comment ce dernier s'y prend ? Grâce à des kanoi infectés. J'en ai brièvement parlé un peu avant, mais quand Takua enquêta à propos des balles de colis, il trouva également un kanoi infecté au contact des balles. On peut donc en déduire que Makuta est capable d'infecter des kanoi afin de corrompre et de contrôler à distance quiconque en porte un, ou d'infecter n'importe quel objet au contact avec ces derniers. Mais revenons à nos Guko, car Dark Toa Lewa débarque à dos d'un Nui Koppen. Mais c'est pile au bon moment que Toa Onua sortit de sous terre, et qu'un combat s'ensuivit entre les deux Toa. Le combat fut rude et acharné, mais Onua parvint à retirer le kanoi de son frère grâce au pouvoir de son Matatu, empêchant ainsi Makuta de contrôler l'Ewa. Ce dernier, une fois libéré, utilisa alors son kanoi Komo pour contrôler le Nui Koppen, afin de ramener tous les Matoran captifs au village, et Matau offrit à Takua une flûte, lui permettant d'invoquer un Kewa ou un Kahu pour se rendre dans n'importe quel village. En gros, il a débloqué le voyage rapide. Mais là je vous vois venir. Matatu ? Komo ? C'est quoi ces masques ? Eh bien depuis le début de la vidéo, je vous parle de la fameuse quête des masques de pouvoir, mais en quoi consiste cette quête finalement ? Il faut savoir qu'il y a des kanoi éparpillés un peu partout sur l'île de Matanui. Les Toa, eux, doivent les retrouver pour obtenir plus de pouvoir. Prenons Tau comme exemple. Il possède actuellement le Kanoio sur lui, mais doit trouver encore 5 grands masques ayant les pouvoirs des autres Toa, à savoir le Koko, le Miru, le Kakama, le Akaku et le Pakari. Mais aussi les 6 autres masques nobles qui, eux, ont les pouvoirs des masques des Turaga. On en connaît 2 à l'heure actuelle, à savoir le Matatu, le masque de la télékinésie, et le Komo, le masque du contrôle de l'esprit. Mais du coup, ils vont combattre les Rai et Makuta avec 11 masques à bout de bras ? Bien sûr que non, car il existe des dispositifs sur l'île appelés Suva pour chaque Toa. Cet appareil permet aux Toa de stocker leurs masques dedans, et aussi de changer de masque à tout moment et n'importe où. Et une fois les masques collectés, les Toa pourront obtenir un kanoi très spécial, mais on en reparlera très vite. Suite à ces événements, notre fidèle chroniqueur se dirigea alors vers Takoro, pour que Jaler, le capitaine de la garde, lui remette une insigne afin que Takua rejoigne l'organisation. Ceci va lui permettre d'enquêter plus au nord à un avant-poste à Kowai, où se trouvaient des éclaireurs de Takoro. Mais l'endroit était désert. Cependant, plus loin dans son exploration, Takua découvrit un Komatoran congelé. En utilisant une pierre à chaleur trouvée plus tôt, il libéra le Matoran qui se trouvait être un certain Kopik. Ce dernier lui informe que les éclaireurs ont été entraînés dans les glaces par Makuta. Takua se rendit alors à Kokoro pour demander conseil auprès du Turaga Nuju, mais là, problème. Alors non, il n'a pas été enlevé, rassurez-vous, c'est juste qu'en fait Nuju parle une langue qu'un seul Matoran peut comprendre, à savoir Matoro. Ce personnage est très important. Mais ce dernier était parti chasser dans les gorges où se trouvait Takua juste avant. Malgré les avertissements des Komatoran, Takua décide d'y retourner pour trouver Matoro. Mais une fois sur place, le Tamatoran perdit connaissance à cause du froid. Mais bon, c'est sans conséquence car Matoro qui était sur le retour trouve ce dernier et le sauve d'une mort certaine. De retour à Kokoro, et maintenant avec un interprète, Nuju donna à Takua une tablette à montrer au Turaga afin qu'il se prépare à une quête que les Toa allaient accomplir. Mais donna une mission aussi à Takua, celle de réunir une compagnie de Matoran issus de tous les villages afin de se préparer à l'assaut contre Makuta. Mais revenons vite fait sur nos chers Toa qui cherchent les derniers masques qui leur manquent. On a d'un côté Onua, Tau et Gali à l'Ewai où Tau manque de mettre le feu à la forêt et se dispute avec Gali. De l'autre côté, nous avons Kopaka, Poatu et Lewa qui travaillent en équipe afin de récupérer les masques manquants. De son côté, Takua fait le tour de l'île pour montrer la tablette au Turaga et prendre un Matoran de chaque village choisi par ces derniers pour la bataille imminente. Les Matoran choisis seront Kapura, Tamaru, Kopik, Maku, Afu et Taipu, et ensemble se rendirent à Kininui. Quand les Toa Mata arrivèrent sur place, ces derniers trouvèrent des statues les représentant, et quand les Toa placèrent leurs kanoi respectifs sur les statues, les kanoi qu'ils avaient récupérés tout au long de leur périple se combinèrent, devenant ainsi des kanoi dorés. Ces kanoi un peu spéciaux permettent d'avoir les pouvoirs des 6 grands kanoi en un seul. Ils reçurent aussi le dernier fragment d'un objet appelé pierre Makoki qu'ils avaient rassemblé auparavant. Une fois complète, la pierre Makoki servit à ouvrir le passage vers le repère de Makuta, Mangaya. Mais les Toa décidèrent de se préparer une dernière fois avant de descendre combattre leur ennemi.
préparèrent leur plan et de la possibilité de potentiellement échouer, laissant Matanui aux mains des Raïs. Mais leurs doutes furent complètement balayés au moment où la compagnie des Matoran arriva et leur promit de protéger Kininui. Gali, avant de partir, établit un lien mental avec Takua pour qu'il soit témoin au cas où les Toa ne reviennent pas. Pendant que les Toa descendaient, les Matoran de leur côté commencèrent à affronter les Raïs. Dans les profondeurs, les Toa combattirent difficilement 2 Manas. Il s'agit de gros crabes. Une fois cela fait, ils explorèrent Mangaya en 2 groupes séparés. Taou, Onua et Poatu d'un côté, et Gali, Kopaka et Lewa de l'autre. Quand les 2 groupes entrèrent dans des pièces, Gali et Kopaka se souvinrent de leur vision, et suite à cela, les Toa fusionnèrent créant 2 entités, Werua et Akamai, les Toa Kaita. Les voici enfin! Et oui, c'est sans grande surprise que les Toa Kaita sont en réalité la fusion de 3 Toa Mata. Il s'agit bien évidemment de 2 entités bien distinctes par rapport aux Toa, un peu comme les fusions dans DBZ. Que ce soit pour Werua ou Akamai, un Toa Kaita amplifie et combine tous les attributs des 3 Toa le composant, ainsi que leurs pouvoirs élémentaires. Une fois fusionnés, les Toa Kaita durent affronter une horde de Manas difficilement, car ces derniers revenaient sans cesse à la vie grâce à des structures spéciales que les Toa Kaita finirent par détruire, mettant fin au premier vrai obstacle de nos héros. Mais leur calvaire n'était pas pour autant terminé, puisqu'une fois entré dans le domaine de Makuta, celui-ci utilisa son pouvoir pour séparer les Toa Kaita, et les 6 Toa se reformèrent. Gali eut juste le temps de demander à Takua de venir assister à la bataille finale et de tout retranscrire, mais Takua décida avant de faire une halte à Onukoro. Une fois les Toa dans la pièce principale, Makuta fit résonner sa voix dans les lieux, se moquant et provoquant les Toa, en faisant 6 formes d'ombres représentant chacun d'entre eux. Un combat s'engagea entre les Toa Mata et leurs ombres respectives, mais malgré les efforts des Toa, ces derniers s'affaiblissaient face à leur alter ego. Mais se rendirent compte d'une chose, ils ne peuvent pas combattre leur double ténébreux par la force, mais les accepter, car ces parts d'ombre faisaient aussi partie d'eux. Ce faisant, les Toa réabsorbèrent leur alter ego, les vainquant. Par la suite, les Toa se rendirent donc au cœur même du repère de Makuta. À Onukoro, Takua apprit de la part du Turaga Wenua que la mystérieuse horloge solaire que Takua avait découvert plus tôt était en réalité un passage vers Mangaya. Takua emprunta alors le passage et descendit à son tour dans les profondeurs. Arrivant dans une pièce où Takua découvrit les corps des Manas désactivés, et traversa silencieusement une porte qui brillait d'une lueur peu rassurante. Quand les Toa arrivèrent au cœur du repère, un vortex tourbillonnant se trouvait au centre de la pièce, et dans l'instant d'après, Makuta apparut. Mais ce dernier s'était présenté sous les traits d'un petit être, un Matoran endommagé, rouillé et portant un masque infecté, prenant les Toa de court. Puisque Makuta proclama qu'il était ce qu'ils avaient juré de protéger, afin de les déstabiliser. Mais la ruse de Makuta ne fonctionna pas sur Kopaka, qui avertit les autres. Le Matoran révéla ensuite qu'il était en réalité Makuta, et le Matoran fut absorbé par le vortex. S'ensuivit le combat final entre les Toa et Makuta. Le combat fut long, et malgré tous les efforts des Toa, ils échouaient à repousser les attaques de leur ennemi. Les Toa s'affaiblissaient à chaque assaut, la victoire de Makuta était à portée de main. Quand dans un dernier barou d'honneur, les Toa joignirent leurs pouvoirs élémentaires, et instantanément, le vortex se brisa. C'est alors que Makuta s'exclama. Vous ne pouvez me détruire, car je ne suis rien. Avant de disparaître et que le masque infecté soit détruit. Après la défaite de Makuta, des bouts de métal faisant partie du vortex s'écrasèrent sur Takua, tandis que les Toa furent enveloppés d'une énergie blanche avant d'être téléportés à la surface. Ça y est, enfin, on en a fini avec cette histoire, j'espère que ce n'aura pas été trop long. Et avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point que j'avais omis de mentionner. Je veux bien sûr parler du cas des Kanoi nobles. Jusque-là, nous avions vu le Komo et le Matatu, appartenant respectivement à Onewa et Nuju. Mais sachez que je n'ai pas oublié les autres pour autant. Nous avons aussi le Una de Wakama, le Kanoi de l'invisibilité, le Ro... Non, le Ro de Nokama, Kanoi de la traduction, le Maiki de Matau, le Kanoi de l'illusion, et le Ruru de Wenua, le Kanoi de la vision nocturne. Je vous les mentionne ici rapidement, mais sachez qu'on reparlera d'eux dans une future vidéo, donc patience. Bon, il est vrai que là, niveau chronologie, on n'a pas grand chose en termes d'infos, vu que c'est la première vidéo. Mais puisqu'il faut un départ à tout, alors on va mettre ça... ici. Notre histoire a donc commencé sur l'île de Matanui, où vivent les Matoran. L'un d'entre eux, Takua, fut exilé de son village car trop irresponsable, mettant en danger ses congénères.
Lors de son périple, il aida les autres villages des Raï devenant hostiles, tout en trouvant les pierres Toa. Son voyage le mena jusqu'à Kininui, où les pierres Toa serviront à invoquer les canisters des Toamata. Ces derniers, arrivant sur l'île complètement amnésiques, explorèrent l'île de Matanui et eurent comme première quête de trouver les masques de pouvoir. Parallèlement, Takua continua de voyager tout autour de l'île afin d'aider les villages dans le besoin. Ces exploits eurent comme conséquence d'obtenir le titre de chroniqueur et la reconnaissance des autres Matoran. Les quêtes des Toa prirent fin à Kininui, où ils eurent l'occasion de pénétrer dans le repère de Makuta et de fusionner en Toakaita. Malgré les difficultés, les Toa arrivèrent à mettre en déroute Makuta, laissant sans le savoir Takua derrière eux. Les Toa sortirent donc vainqueurs de leur combat, mais est-ce vraiment fini pour autant? Makuta a certes perdu cette bataille, mais est-ce la fin de la guerre entre lui et les Toa? Qui est-il vraiment? Et surtout, d'où vient-il? Et que va-t-il arriver à Takua? Tant de questions qui auront leur réponse dans les vidéos futures, mais ne vous inquiétez pas pour Takua, même si on dirait bien que notre chroniqueur favori va découvrir ce qu'il semble être la prochaine menace imminente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Il s'agit de ma toute première vidéo, donc il se peut que niveau montage et écriture ce soit pas ouf. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, si cela peut me permettre de m'améliorer. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Twitter ou bien Twitch. Je suis en live régulièrement. Et bien évidemment de partager la vidéo et de la liker. Cette première vidéo, c'est pour moi une façon de vouloir transmettre l'univers de Bionicle, et je n'y serais jamais arrivé sans le wiki officiel de la commu FR de Bionicle, Nouvapédia, où j'y ai pu faire mes recherches pour écrire cette vidéo, mais aussi pour les prochaines à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou soirée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. C'était Touraga Jauge, portez-vous bien, et à la prochaine tout le monde!